Bon après-midi. On va débuter ça. Il est 13 heures. On a un retour de son. Est-ce que c'est correct? Oui? OK. J'ai regardé pendant la pause pour le documentaire sur les personnes aînées judiciarisées. Donc, si vous voulez voir Michel avec des cheveux longs, c'est ça? Ça s'appelle Sentence vie, sortir de prison à 60 ans. Donc, ça semble disponible sur YouTube 12 mai 2023. En tout cas, ça vaut la peine. Là. Moi, j'ai écouté ça récemment. Puis, avant de savoir que vous étiez fait couper les cheveux, je n'ai pas reconnu. Non. Donc, on va poursuivre. Là, cette fois-ci, c'est beau. On est dans un nouvel espace. Si vous avez des questions, encore une fois, des commentaires, je vous invite à le faire. Depuis ce matin, c'est ça que je trouve bien, là, personnellement, là, c'est que tout le monde participe. Cette fois-ci, par contre, il va falloir faire un effort supplémentaire puis venir à l'avant parce qu'on n'a pas de micro sans fil. En même temps, on n'est pas beaucoup. Donc, on peut aussi... c'est peut-être plus, en fait, la question du micro, c'est peut-être plus pour les gens en ligne là, qui puissent entendre vos questions. Donc, il est 13 heures. On a 2 conférences. Donc, une présentation de Michel Gagnon à 13h30. Puis avant, donc, Julie Beauchamp, qui est professeure au département de psychiatrie et de neurosciences de la faculté de médecine de l'Université de Laval. Je me trompe? C'est pas ça du tout? Non, c'est tout à fait ça. C'est que Michel va commencer. Ah! Bon. Donc, Michel Gagnon va commencer à 13h, puis ensuite, Julie Beauchamp va venir pour nous parler du rapport des personnes aînées gays et lesbiennes aux services et aux ressources formelles. À 14h, encore une fois, donc on va va falloir être dans le temps. À 14h, on va tous et toutes retourner en bas pour assister à la pièce de théâtre. Donc, les acteurs, actrices, peut-être vous les avez vus, ils sont arrivés, donc on va pouvoir assister à ça tantôt. Donc, Michel, vous pouvez venir à l'avant. Donc, encore une fois, je vous représente. Membre du conseil d'administration de Maison Crossroads. Sur les personnes, donc vous allez nous parler des personnes aînées judiciarisées, de la connaissance à la mise en œuvre de programmes et services résidentiels adaptés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au CREGES et équipe Vie de m'avoir invité à dire un mot. Ça me fait toujours plaisir de partager un petit peu mes connaissances par rapport au travail avec les personnes âgées judiciarisées. Vous m'entendez bien, tous? Oui. Ouais, c'est ça, pas assez haut, hein? C'est ça. Je suis trop grand. Trop grand. Mieux comme ça? Vous m'entendez bien? Un peu mieux? Bon, ben, je vais parler plus fort. Écoutez, je viens de remercier le CREGES et l'équipe Vie de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de partager un peu mes connaissances et mes opinions sur la situation des personnes âgées judiciarisées. Je suis l'ancien directeur général de Maison Crossroads. Je vais vous parler de programmes et de services qu'on a mis en place. La plupart de ces choses-là, c'est moi là, qui ai été un peu l'idéateur, si vous voulez, de ces choses-là. Fait que je vais vous parler de tout ça. J'ai une formation en philo et en service social. Puis ce que j'aime beaucoup dire quand je commence des présentations comme ça, que souvent, quand on fait des présentations pour des groupes comme le groupe que je représente, ce qu'on recherche, c'est l'empathie des gens là, qui commencent à filer un petit peu pour les gens qu'on dessert. Mais je vous dirais que dans mon cas, ce n'est pas de l'empathie que je recherche autant que de partager des connaissances, parce que je pense que c'est en partageant des connaissances qu'on finit par mieux comprendre ces choses-là. Ce n'est pas juste par créer un certain intérêt pour ces gens-là. Le titre de la conférence, c'est de passer de l'action à la connaissance. Moi, disons que je suis passé de la connaissance à l'action. Moi, disons que ça a été plus de l'action à la connaissance à l'action, puis je vais poursuivre dans ce sens-là. Je suis en ce moment, comme je le disais ce matin, là, je suis rendu un peu parler d'éthique et de bioéthique, parce que je pense que c'est une question qui vient avec ce qu'on fait dans notre métier. Juste les slides que je vais présenter, il y en a 2, 3, 4, il n'y en a pas beaucoup. Ils viennent de l'enquêteur correctionnel du Canada. Fait que les statistiques sont assez justes par rapport à tout ça. Par rapport au phénomène des personnes âgées judiciarisées, je vous dirais que c'est un phénomène annoncé parce que ça vient beaucoup comme résultat de l'abolition de la peine de mort dans les années 70. Avant ça, quand on incarcérait une personne pour une sentence vie ou une longue sentence, c'est des sentences de 10 à 15 ans. Avec l'abolition de la peine de mort, c'est passé de 25 ans
et donc on savait là, qu'il allait y avoir plusieurs personnes âgées dans le système éventuellement, et puis c'est de ça que je vais vous parler. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a plus de gens, comme vous voyez, là, c'est quasiment 30 de plus depuis 2004 de personnes âgées judiciarisées dans le système. Puis ça ne s'explique pas seulement parce que la population en général a vieilli plus est plus âgée qu'elle l'était auparavant, mais c'est aussi, comme je viens de le dire, par rapport à la lourdeur des peines, puis les libérations conditionnelles qui sont de plus en plus strictes et longues et tout ça, ce qui fait qu'il y a des gens qui traînent dans le système pendant des années, qui sortent en communauté et puis qui sont aux prises avec des difficultés dont je vais vous parler dans un instant. Habituellement, on divise les personnes âgées judiciarisées en 4 groupes. Les 2 premiers groupes sont surtout les gens qui sont plus à risque là, de marginalité, c'est-à-dire les sentencés à vie, les peines indéterminées, les personnes qui ont fait des retours fréquents en pénitencier, ce qui fait qu'ils ont fini par servir 15-20 ans en pénitencier. Donc ça, c'est les 2 premiers groupes avec lesquels je me suis impliqué au cours des années. Fait que c'est surtout ces 2 groupes-là dont je vais parler. Les deux autres groupes de personnes âgées judiciarisées sont souvent des gens qui sont peut-être dans le réseau correctionnel fédéral, mais qui sont arrivés tard dans le réseau. Parfois, c'est des gens qui ont commis des crimes à caractère sexuel, qu'on incarcère 20-30 ans après que les délits aient été commis. Ces gens-là, comme le 4e groupe, qui sont les petites sentences au provincial, ce n'est pas des gens dont le réseau social s'est complètement effrité. C'est des gens qui ont des problématiques de judiciarisation, qui ont des problématiques reliées au vieillissement, mais pas au même sens que les 2 premiers groupes qui ont servi beaucoup de temps en pénitencier et qui ont été privés de bien des choses. Donc, ce groupe-là cette diapo-là montre à quel point cette population-là a grandi, a augmenté au cours des 20 dernières années. Celle-là ici, on voit là, au Québec qu'en 2004, il y avait 577, c'est passé de 1171. On voit là, que ça a comme pratiquement doublé là, en 10 ans. Ça s'est stabilisé éventuellement, mais c'est juste pour indiquer là, à quel point c'est en tout cas. Ce tableau-là, on voit ce qui est intéressant ici. Je m'excuse, il faut que je me rapproche quasiment. On voit au Québec, on voit c'est autochtone. On en avait 17 en 2004. On a 122 en 2014, on a 728. Fait que pour ceux qui s'intéressent à la situation des personnes âgées judiciarisées et autochtones, on voit là que ça l'augmente très rapidement. D'ailleurs, on voit la même chose par rapport aux minorités visibles. On voit là, 105, 308, 423. Là, c'est quand même pas beaucoup de gens, mais ça montre quand même une certaine tendance qui vaut la peine de noter. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça avec les tableaux. Je vous dirais que je n'ai pas le temps de parler de l'aspect plus physique, à quel point ces gens-là sont plus hypothéqués que la population en général, ou psychologiquement aussi. Il y a des enjeux liés à la santé mentale. Je vais peut-être en parler, mais je vais quand même essayer d'aller assez rapidement par rapport à tout ça. Pour vous parler un petit peu de ce que j'ai fait au cours des années, là, avec naturellement le personnel de la maison de transition, j'étais responsable d'un centre résidentiel communautaire, c'est-à-dire que c'est une ressource fédérale qui accueille des personnes qui sont référées là, par la Commission des libérations conditionnelles. Éventuellement, j'ai créé un service qui s'appelle le service Option Vie, où j'engageais des sentencés à perpétuité qui étaient sortis des pénitenciers en libération conditionnelle totale, et puis qui acceptaient de travailler avec d'autres sentencés à perpétuité dans les pénitenciers et en communauté. Ça a été une super belle expérience. On a gagné des prix internationaux et nationaux pour le service qu'on rendait aux personnes âgées, aux sentencés à vie et aux longues sentences. Mais on s'est aperçu avec cette expérience-là, on se rencontrait tous les mois là, avec mes 4-5 sentencés à perpétuité qui travaillent dans les pénitenciers. On parlait de toutes sortes de situations qui se présentaient en pénitencier.
on arrivait toujours à trouver une stratégie qui faisait en sorte qu'on était en mesure d'aider ces gens-là à ne pas se mettre dans le trouble, à ne pas victimiser d'autres personnes dans les pénitenciers et sortir le plus rapidement possible du pénitencier. Une des questions qui nous était très difficile, des enjeux pour lesquels il était très difficile de se prononcer et de faire des choses, c'était par rapport aux détenus âgés. Ça, il n'y a aucun d'entre nous qui avait de l'expertise, on ne savait pas trop quoi faire avec ces gens-là. À ce moment-là, j'ai rejoint le Service correctionnel du Canada pour demander des fonds avec le service Oxygène. Le service Oxygène, c'est un service de liaison où est-ce que, dans mon idée à moi, on engagerait des gérontologues pour aller dans les pénitenciers, accompagner les équipes de gestion de cas pour bien comprendre les enjeux auxquels faisaient face les personnes âgées incarcérées et en communauté. Finalement, ça fonctionne juste dans les minimums parce que le service correctionnel n'est pas prêt à défrayer des coûts pour engager du personnel pour travailler dans les pénitenciers. Mais ça a été super intéressant. Fait que nous, dans notre tête, on se disait, OK, on va aider les équipes de gestion de cas à faire sortir les personnes âgées des pénitenciers. On va les amener dans les maisons de transition, puis là, tout va être réglé. On a fait ça pendant une couple d'années pour éventuellement s'apercevoir que malgré toute l'aide qu'on pouvait aider à offrir à ces gens-là pour qu'ils se réinsèrent en communauté, ils retournaient en pénitencier, puis ce n'était pas parce qu'ils commettaient des crimes, mais c'est parce qu'il y avait des bris de conditions. Puis les bris de conditions, lorsqu'on a analysé qu'est-ce qui amenait ces gens-là à faire des bris de conditions, bien, c'est que ces gens-là, ayant passé 15-20 ans en pénitencier, ils ne se retrouvaient pas en communauté. D'une certaine manière, ils préféraient retourner en pénitencier que de rester en communauté. Fait qu'on s'est sensibilisé à tout ça et on a commencé à créer des appartements satellites, ce qui permettrait aux gens, après un séjour en maison de transition, continuer à être accompagnés dans des appartements où est-ce qu'il y avait d'autres libérés conditionnels avec qui ils pouvaient vivre leur vie sans nécessairement se sentir aussi isolés qu'ils se le sentaient habituellement. Là, moi, je suis rendu ici. Là, je mets des choses en place, puis ça roule, mais à un moment donné, je me dis, là, il faut quand même structurer l'intervention, il faut quand même avoir une philosophie de base, il faut s'attarder sur les théories du vieillissement, il faut avoir un modèle d'intervention, ce que j'ai créé avec un collègue qui est un sentencé à perpétuité, qui était avocat avant d'être incarcéré. On a créé un modèle d'intervention gérontologique qu'on appelle Passeport. On l'a appelé un modèle géronto-criminologique. Puis, d'une façon un peu cynique, j'ai créé des postes de géronto-criminologue. Ça n'existe pas vraiment, là, mais à chaque fois que je profite de dire que je fais quelque chose de croche un peu en espérant qu'une université va dire, bien là, peut-être qu'il est temps. Si on n'est pas incarcéré des gens jusqu'à un âge avancé, bien à ce moment-là, formons-nous en gérontologie sociale pour vraiment aider ces gens-là. Moi, je suis contre l'incarcération de personnes âgées, là, passer un point, mais faire face à ces... Fait que le modèle, on s'en est servi au CRC Saint-Léonard pour former le personnel à mieux accueillir les personnes âgées judiciarisées. Et puis, ça fonctionne très bien. Ce qui nous amène, dernièrement, l'année passée, on a créé une résidence à prix abordable, justement, pour les personnes âgées judiciarisées, presque toutes des sentencés à vie. Les voisins ne le savent pas trop, là, mais c'est tous des gens assez poqués. Là. Ils ne sont pas de trouble, là, puis il n'y a vraiment rien à craindre, mais c'est quand même intéressant. Et puis, je continue à faire de la sensibilisation et de la recherche. Ça, c'est pour un petit peu de l'information sur l'organisme en tant que tel. On vous a parlé des 6 PAM. Nous, les personnes aînées judiciarisées, c'est mon affaire à moi. D'ailleurs, je me suis senti vraiment privilégié d'être invité à participer à tout ça. Comme je le disais ce matin, moi, ça me permet de recevoir plein d'informations sur les autres problématiques, puis la science qu'il y a en arrière de tout ça. Puis ça me permet aussi de partager un petit peu mes connaissances avec les autres groupes. Malgré le fait, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même pas beaucoup de gens là, qui sont concernés par tout ça, mais c'est quand même intéressant de faire ça. Les 3 volets, bien, ça, on va passer sur ça rapidement.
Dans la recherche en tant que telle, c'est plein de variables. J'ai été surpris. Là, on fait des entrevues avec une quinzaine de personnes âgées judiciarisées, puis il y a à peu près 40 variables là, qui sont analysées dans tout ça. J'ai commencé j'ai jeté un coup d'œil sur tout ça. J'ai essayé de tirer un peu des leçons de ce qui arrivait à nos personnes, et puis ça s'inscrit dans tout ça. Bon, OK. Sommaire des difficultés d'adaptation des personnes âgées judiciarisées. Anxiété et à l'idée de vivre en société. Bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'est aperçu, là, lorsqu'on aidait les gens à sortir des pénitenciers, que plusieurs voulaient retourner en société, préféraient retourner en pénitencier que de vivre en communauté. Ils le faisaient juste une fois, si vous voulez. Là. Ils se disaient, j'étais mieux en dedans. Ils retournaient en dedans, mais non, c'était pas mieux en dedans. Là. C'était clairement pas mieux en dedans. Mais le défi pour ces gens-là est tellement grand. Hein? Comme j'expliquais ce matin, il y en a qui ne se plaignent pas trop parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre en communauté, mais c'est super. L'aliénation sociale, l'isolement social, c'est assez intéressant de regarder ça. Puis moi, quand j'ai regardé ça de plus près, je me suis servi un peu de la grille d'équipe vie, la grille sur les exclusions sociales. Je ne sais pas pour ceux qui sont courants de ça, l'exclusion symbolique, l'exclusion identitaire, exclusion sociopolitique, exclusion territoriale. J'ai été en mesure de faire des parallèles, des comparaisons là, entre ce qui est une personne qui n'a pas été incarcérée et une personne qui a été incarcérée. C'est quoi la différence? C'est quoi qu'il y a de similaire? Puis il y a des choses super intéressantes à sortir de cette façon-là d'aborder les choses. Je prends juste pour exemple, là, j'improvise tout en sachant de quoi je parle, là. L'exclusion identitaire, souvent on va regarder une personne âgée, toutes les personnes judiciarisées, puis on va dire, c'est un délinquant ou c'est un criminel. Moi, j'ai comme incité à ce qu'on change la façon de se référer à ces gens-là. Puis je pense qu'au Canada, c'est moi qui ai suggéré qu'on parle de personnes judiciarisées, plutôt que de donner un label de délinquant. Moi, si vous commettez un crime à 25 ans, puis qu'on fait encore référence à vous comme délinquant 25 ans plus tard, il y a comme un problème là. Puis l'exemple que j'aime donner, si vous avez commis un acte héroïque à 25 ans, l'êtes-vous encore 25 ans plus tard si vous avez été une personne terrible qui a maltraité tout le monde en entour de vous? Vous n'allez plus référer à cette personne-là comme un héros, vous allez tout simplement oublier ça. Bien, d'une certaine manière, il faut faire un peu la même chose avec la terminologie qu'on sert là, lorsqu'on parle de gens là, qui ont commis un délit, ça c'est clair, mais à quelque part, il faut aussi arrêter de parler de ça. La grille m'a aussi, j'espère que ça rentre dans le temps, là, la grille m'a aussi permis de comprendre certaines choses. On parle de l'exclusion culturelle et tout ça, puis à un moment donné, on pense aux gens qui sortent des pénitenciers, ils n'ont pas de culture, tu sais. Oui, ils ont une culture, mais ils ont écouté à la TV, puis c'est à peu près tout ce qu'ils ont fait. Mais à quelque part, il faut aller au-delà de ce paradigme-là, puis se dire que la vie en pénitencier, c'est une vie qui est aussi pleine de leçons, qui est pleine de chances de t'exprimer de façon limitée, de t'exprimer, ce qui fait que quand tu sors du pénitencier, si tu penses que tu n'as rien à offrir à la société, si tu penses que tu n'as aucun savoir, aucune sagesse à utiliser pour te réinsérer en communauté, bien, il y a bien des chances que ça va être très difficile. Fait que nous, dans notre façon de travailler avec les gens, c'est d'essayer de tirer les leçons qu'ils ont tirées eux-mêmes de leur incarcération. Pas juste le négatif, mais aussi le positif. Ce que j'aime souvent souligner aussi, c'est que, pour ma part, ça aurait été un défi absolument extraordinaire, pas au sens joyeux du terme, un très grand défi de survivre en pénitencier. Moi, je donne beaucoup de crédit aux gens qui réussissent à passer au travers de plusieurs années d'incarcération, puis d'avoir réussi à passer au travers. Fait que nous, on essaie de
Qu'est-ce que tu as fait, là? Il y a des fois, tu as un petit manipulateur qui a toujours été manipulateur. Y aurait-tu moyen que tu sois manipulateur sans fucker le monde en entour de toi, en étant, en te servant de tes ressources, mais sans nécessairement exploiter les gens? Fait que, c'est un petit peu l'idée là, culturelle, de l'exclusion culturelle. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été négligées, mais ils ont aussi des connaissances sur lesquelles il faut essayer de capitaliser pour aider ces gens-là à aller de l'avant. Bon, OK. Là, je reviens à ces variables-là. J'ai quelques commentaires sur la coordination et bon, OK, l'hypervigilance. Bon, on va continuer. Social, hypervigilance, doute et méfiance interpersonnelle. Ça, j'imagine que vous n'avez pas de difficulté à comprendre à quel point une personne qui sort de pénitencier a toutes ces hésitations-là. Puis, il faut quasiment dire aux gens que, écoute, les gens ne savent pas là, que tu es en prison. Là, mais plusieurs sortent de pénitencier, puis ils pensent qu'on est en mesure de voir qu'ils ont commis un délit, qu'ils ont passé beaucoup de temps en pénitencier, puis il faut comme les rassurer. Puis je vous dirais que ça prend beaucoup de temps avant qu'ils sentent qu'ils ne sont pas vraiment là, identifiables aussi facilement que ça. Diminution de l'estime de soi, sentiment de valoir quelque chose. Le plus grand enjeu pour ces gens-là, c'est la perte d'autonomie. L'incarcération, ça a été d'enlever l'autonomie à la personne. On lui a, sur toutes sortes de niveaux, la personne n'est plus en mesure de prendre des décisions par rapport à presque tout ce qui se passe dans sa vie. La personne sort du pénitencier, puis là, on lui dit, là tu es autonome, mon homme. Là, vas-y, va de l'avant, puis tu vas être en mesure de bien fonctionner. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Là. Quand tu as perdu de l'autonomie pendant plusieurs années, ça ne se recouvre pas aussi facilement que ça, la confiance en soi et tout ça. Incapacité de prendre des décisions, j'en parlais ce matin, c'est très... on amène ces gens-là dîner ensemble, puis qu'est-ce que tu vas prendre? Ils vont prendre ce que tu prends pour ne pas avoir à choisir ce qu'ils prendraient sur le menu. Là. Quelque part, ça l'illustre un petit peu la chose. Dépendance aux structures, conditions des pénitenciers, c'est l'institutionnalisation. Je vous dirais, le plus grand problème des gens qui ont servi autant de temps que ça, c'est l'institutionnalisation. Puis comme je disais ce matin, je pense que c'est ça qui est intéressant à contribuer aux autres groupes de recherche. Qu'est-ce que ça donne, l'institutionnalisation? Qu'est-ce que ça donne de garder les gens dans des cellules pendant des années et des années, toutes les torts que ça peut faire à la personne. Et donc, on se fait de tout ça. Réaction liée aux troubles de stress. Ça, j'ai ajouté ça. Lorsque je me suis servi de la grille là, de l'équipe vie des exclusions sociales, il n'y avait pas une grande section sur l'aspect psychologique de ce qui se passait pour les personnes âgées qui servaient beaucoup de temps. Ils se donnent des services psychologiques, naturellement, dans les pénitenciers, mais disons que ce n'est pas vraiment la science qui devrait être utilisée là. Ça devrait être de la gérontologie sociale, ça devrait être de la gériatrie, ça devrait aussi être une approche sur les torts que l'incarcération ont fait aux gens. Prendre en note que souvent, dans la plupart des cas, les gens qui sont en prison, c'est des gens qui étaient déjà marginalisés avant. C'est des gens qu'on a continué à marginaliser pendant leur période d'incarcération. C'est des gens qui ont souffert des stress post-traumatiques avant, pendant. Et donc, ça n'existe pas vraiment encore, ce type de service-là n'existe pas vraiment encore. Moi, souvent, je dînais avec les gars à la maison de transition, puis souvent, ces gars-là, parce que je travaille dans une ressource masculine, j'étais la première personne à qui ils disaient qu'ils avaient été abusés sexuellement. Il n'y avait jamais personne au pénitencier, les psychologues et les autres, qui s'étaient intéressés au fait que peut-être qu'ils avaient été victimisés en tant qu'enfants. On le fait avec les femmes incarcérées plus aisément, mais avec les hommes, c'est comme si... on n'a pas besoin de parler de ça. Des gars, c'est des gars, puis ça cache leurs affaires, puis tant mieux comme ça. Fait que si on veut vraiment comprendre qu'est-ce qui a amené ces gens-là à faire ce qu'ils ont fait,
les difficultés qu'ils ont à vivre en communauté, bien, il faut commencer par s'informer sur ce qui les a affectés autant que ça, étant plus jeunes dans la vie. OK. Moi, je vais trop vite, OK. Les enjeux de coordination et de gouvernance. Non, j'en ai sauté une. Je m'excuse. Bon, on va revenir à tout ça. Je voulais juste revenir sur la judiciarisation. Je vais juste donner quelques points. Il me reste encore un peu de temps. 5 minutes. Les personnes âgées judiciarisées, lorsqu'elles arrivent en communauté, une des grandes difficultés qu'ils ont, c'est de formuler leurs demandes. En dedans, des demandes, ils se font juste d'une manière, c'est des griefs. Fait que là, eux autres, ils peuvent en faire des griefs. Là. Ils peuvent écrire au bureau de bien-être 30 fois là, par jour s'il faut. C'est la seule manière qu'ils connaissent de se faire reconnaître leurs besoins et tout ça. Donc, c'est un enjeu là, qu'on retrouve dans la recherche qui est important pour nous. Souvent, les demandes se perdent dans le système parce qu'ils ont été mal complétés par la personne judiciarisée, ce qui fait que ça crée des délais, ça crée des frustrations, et puis on passe à d'autres choses. À ce moment-là, on arrête de penser qu'on va avoir les services auxquels on peut s'attendre. Plusieurs des personnes judiciarisées sont analphabètes. S'ils sont en mesure de lire, ils ne sont pas nécessairement en mesure de bien comprendre ce qu'on leur demande dans les questionnaires. Donc, ça prend un accompagnement assez près de ces gens-là pour bien fonctionner. Ils se sentent stigmatisés parce que judiciarisés, naturellement. Ça, ils pensent comme... dans le milieu hospitalier, CLSC et tout ça, moi, je n'ai accompagné quelques-uns, là, puis c'est pas drôle là, pour ces gens-là. Ça leur rappelle le pénitencier. Ça leur rappelle toutes sortes de choses sur lesquelles il y a de la panique, il y a de l'anxiété. Puis d'ailleurs, je vous dirais, moi, j'ai vu des gens là, qui ont commis des meurtres épouvantables. Là, c'est indescriptible. Puis là, ils souffrent d'anxiété comme on ne peut pas s'imaginer. Là. Ils ont peur de tout. Puis 3 minutes, Guidou. OK, on va aller plus vite d'abord. Ah, je voulais juste, je ne suis pas sûr que je vais l'avoir mentionné. Quand on parle de programmes et de services pour les personnes âgées judiciarisées, on pense souvent là, des ateliers de scie, de cuisine, des accompagnements dans ces choses-là. Je ne vous dirais pas qu'ils ne sont pas intéressés, mais que oui, ils ne sont pas intéressés trop. Là, ils vont nous faire plaisir, ils vont participer, puis tout ça, mais il est trop tard. J'aime pas avoir à dire ça, mais il est vraiment trop tard pour penser que la personne va se mettre à trouver ça bien sympathique là, de faire de la cuisine avec 2 autres détenus. Là, c'est pas prévenu. Là, fait que c'est pas... Il y a toutes sortes de petites leçons comme ça qui sont intéressantes là, de tirer de ces expériences-là. OK, on va revenir d'abord. Bon, question, échange dessus. Ouais. Ben, je pense que je peux comme arrêter ici. Oui. Bon timing. Ah, merci.